Mas Oyama était un combattant et un karatéka de légende. C'était d'ailleurs un homme d'origine coréenne qui a grandi donc au Japon, dans le Japon pré puis post Seconde Guerre mondiale. Et c'était pas facile d'être coréen au Japon à cette époque. Je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Il y a d'ailleurs une très bonne série Apple TV. Enfin, j'avais vu que la saison 1 adaptée d'un best-seller qui s'appelle Pachinko sur la diaspora coréenne qui vivait dans des ghettos absolument pourris, dégueulasses dans le Japon du début XXe siècle. C'est de cet environnement que vient Masoyama. Masoyama avait une vision, celle du combat dur au chaos. Pour lui, il fallait être capable de triompher de son adversaire coûte que coûte. Il avait des punchlines assez stylées du style comment sait-on que si la pastèque est sucrée, il faut croquer dedans pour le savoir. Il en va de même pour le combat. Comment sait-on si quelqu'un est fort, si on ne se bat pas au chaos? Et pour accomplir sa vision, alors après, il y a eu toutes ces histoires d'ailleurs qui ont été un peu mystifiées autour d'Oyama, le coup de, il arrivait à battre des taureaux d'un coup de revers de la main. Bon, les taureaux étaient déjà pré-étourdis, en tout cas si on en croit la légende du judo néerlandaise John Blooming. Mais voilà, il y a eu toute cette propagande faite autour de Masoyama. Il y a eu des films sur sa vie qui franchement font péter les scores de tout ce qui est considéré comme toxique aujourd'hui. J'en dis pas plus, parce que je vais me faire sauter cette chaîne sinon. Mais il y a eu une trilogie de films comme ça avec l'acteur japonais Sonny Chiba, que tu peux voir jouer Hattori Hanzo dans Kill Bill. Hattori Hanzo, d'ailleurs, il faudra peut-être que je fasse un podcast sur lui, le vrai Hattori Hanzo, qui était un chef de clan ninja, qui a légué comme ça des écrits assez intéressants. Mais trêve de digression, c'est le sujet d'un autre podcast. Moi, il y a une anecdote d'Oyama à laquelle je repense souvent et qui m'amuse toujours autant. Oyama, pour atteindre son niveau comme ça de super fighter, s'était isolé dans une montagne. Ça fait partie de son mythe, de sa légende fondatrice, pour s'entraîner à la dure au contact des éléments en mode sans pitié. D'ailleurs, il y a eu un autre film sur ça qui s'appelle Fighter in the Wind. Et l'histoire veut que c'était tellement dur que assez rapidement il ait eu envie d'abandonner, de redescendre, de revenir à la civilisation. Et un moine itinérant lui aurait dit, lui aurait conseillé de se raser un sourcil. L'idée étant que socialement, ça aurait fait de lui un paria et quelque chose d'absolument ridicule, et il n'aurait donc pas eu d'autre choix que de rester dans la nature à s'entraîner à la dure jusqu'à ce que son sourcil repousse. Alors on peut ricaner, nous occidentaux, et dire que ce sont des trucs de japonais, société où la pression sociale est supposée plus forte que chez nous, mais ce serait aller un peu vite en besogne, je pense, notamment quand j'avais lu comme ça ce bouquin de la fin 19e, un des premiers livres, en tout cas historiquement que je sache, de développement personnel qui s'appelle L'éducation à la volonté, et il était conseillé pareil aux jeunes hommes qui voulaient accomplir quelque chose, réussir leurs études de médecine, justement de penser à leur famille qui ne voulait pas décevoir. Victor Hugo aurait demandé à sa femme de chambre de garder ses beaux habits et de ne lui laisser que ses vêtements d'intérieur ou éventuellement un vêtement élimé pour aller marcher tant qu'il n'avait pas fini Notre-Dame de Paris. Voilà, pour se couper comme ça des distractions. S'il avait été au bar, au bistrot, habillé comme un clodo, il serait passé pour un bolos, et donc il a fini d'écrire son roman. La pression sociale, c'est un moteur extrêmement puissant pour nous humains, pour passer à l'action, pour tenir notre parole. Alors aujourd'hui, cette pression du groupe, ces injonctions, on va dire, à la réussite, au maintien, à ce qu'on veut, d'exigeant et de parfois douloureux, est présenté comme quelque chose de toxique. C'est l'idée de se dire, c'est mal d'exiger comme ça d'autrui des choses, c'est mal de le shamer, comme on pourrait dire en français, de le culpabiliser. Donc c'est pas shame, ce serait to guilt. Mais en tout cas, voilà, c'est mal de culpabiliser quelqu'un pour ses manquements, pour ses erreurs, pour ses défauts, bref. En gros, ça se fait pas. Et bon, je vois bien derrière qu'il y a une forme de rééquilibrage d'une société qui veut vivre peut-être moins à la dure que celle dans lesquelles Victor Hugo ou Masoyama ont vu le jour. Pourquoi pas, c'est louable. J'avais envie de proposer dans ce podcast une voie de réconciliation entre deux visions. La vision hardcore qui dit vas-y, annonce des trucs de fou aux gens, et comme ça, si tu les tiens pas, tu passeras pour un bouffon. Oui, ça marche, et c'est peut-être utile de le faire à un moment de sa vie. Et une vision plutôt douce qui dit tout ça est extrêmement toxique, l'individu a le droit de vivre quoi qu'il fasse,
c'est pas faux, en tout cas je remets pas ça en question, mais c'est oublier un peu vite, je trouve, notre part sociale et la puissance, l'impact que peut avoir justement l'émotionnel du groupe social, du monde extérieur. Et eh bien, allez, c'est pas une illumination, mais on va dire l'ampoule comme ça qui s'est éclairée quand je préparais ce podcast, c'était de me dire que finalement, la pression sociale et le regard de l'autre n'étaient pas une fin, mais un simple moyen. Moi, je l'ai vraiment vécu. Avant d'écrire mon premier roman, j'en avais parlé autour de moi, je disais que j'avais envie de le faire, et ça a donné l'occasion à pas mal de gens, de proches, de me foutre la pression comme ça. Bah alors, on n'a toujours rien lu. Quand c'est que ça sort? Quand c'est que tu me donnes un truc à lire? Quand c'est et tout. Et je me sentais mal. Je me sentais vraiment bête de n'avoir toujours rien mis sous leurs yeux. J'avais de la colère contre moi, parfois de la culpabilité. Bref, c'était pas agréable. Puis je suis passé à l'action. C'est pas ça qui a été on va dire le déclencheur, mais ça a quand même mis du bois dans le feu qui a, eh bien, allumé le chaudron. Et le jour où j'ai fini mon premier roman, en fait, tous ces gens qui m'avaient dit de faire quelque chose n'en avaient plus rien à faire. Certains, d'ailleurs, je leur aurais plus jamais envoyé de manuscrit, m'ont demandé de leur envoyer le manuscrit et ne l'ont pas lu, voilà. Donc, et là, je me suis rendu compte en fait que, eh bien, je m'étais juste mis la pression et que je m'étais énervé, juste alors que les gens avaient sorti ça en mode casual. Finalement, ça leur avait pas coûté cher de dire, quand c'est que tu passes à l'action, vu que ça n'avait pas été à eux de passer à l'action. Et là, j'y ai vu une opportunité, j'ai vu vraiment une richesse là-dedans. L'idée de se dire finalement, oui, le regard de l'autre est un moyen, et pour ça, il faut que peut-être même que je me raconte ou que je me laisse comme ça bercer d'illusions, de me dire que peut-être ça va changer quelque chose si on me voit ou qu'on ne me voit pas de telle façon, mais c'est aussi nourrir sa vanité, son égocentrisme, parce que l'autre parle comme ça, avec une confiance, on va dire, de façade, mais lui-même est bourré d'incertitudes, de doutes, et au final, quand vous avez le dos tourné, il ne pense pas à vous. On est tous les héros, les héroïnes de notre propre film intérieur. On a l'impression que les gens nous voient beaucoup, pensent beaucoup à nous, qu'ils entendent la bande son qu'on a en tête quand on se déplace, mais en réalité, que dalle. Que dalle. Et Masoyama, il serait redescendu de sa montagne avec un sourcil rasé. Voilà, les gens l'auraient croisé, se seraient dit, c'est un hurluberlu en fait. Et ils n'y auraient pas accordé plus d'attention que ça. Mais lui, il était mégalo. Il voulait être vu comme un dur, comme un mec stylé. Et il s'est auto-persuadé finalement en se rasant ce sourcil. C'est pas grand-chose. Aujourd'hui, les gens se rasent des sourcils pour rien. Ils deviennent pas des super combattants au chaos. Ils ont juste des looks étranges. Mais enfin, voilà, finalement, ça n'est rien. Ça n'est rien. C'est un moyen. C'est une petite fable qu'on peut utiliser comme ça pour se propulser à un moment donné en se racontant que ça va changer quelque chose. Mais franchement, ça ne change rien, et tous les gens qui ont accompli des faits héroïques, puissants, épiques, en espérant que ça allait changer quelque chose du regard des autres, finissent toujours par réaliser que non. C'est d'ailleurs la morale d'un des livres qui a bercé mon enfance, enfin une des morales, un des messages finaux, Le Monde perdu de Sir Arthur Conan Doyle. Vraiment aussi roman que c'est marrant, en ce moment je fais que des podcasts où je cite comme ça des bouquins qui m'ont marqué enfant, mais Le Monde perdu est un roman que je relis volontiers à l'âge adulte, et je me régale toujours autant, et c'est une des leçons que prend le héros à la fin. Voilà. Ça peut nous mettre en mouvement de vouloir briller, de vouloir être vu par l'autre. Ça reste purement illusoire et ça n'est pas grave. Voilà, j'en ferai pas un truc métaphysique, un truc philosophique. Je ne ferai pas de la psychologie lourde comme ça, culpabilisante, accablante, de dire eh bien tu as un problème inhérent parce que tu penses encore au regard des autres. Non, c'est un truc qu'on fait nous les humains. Peut-être comme les chats peuvent pas s'empêcher de buter des moineaux alors qu'ils vont pas forcément les manger, mais voilà, c'est pour le sport. C'est pour le game. Et nous, on se raconte des trucs sur le regard du monde extérieur pour le sport, pour le game, et c'est tellement fin, on est des êtres tellement raffinés sur ça, qu'on oublie même que c'est un game et qu'on se raconte que c'est au premier degré, alors que c'est bien complètement fabuleux au sens de fable et frauduleux, voilà, au sens du logos, de la logique, de l'esprit, mais on se laisse avoir, et c'est parfois plaisant de se laisser avoir, mais bon, jouer comporte des risques, ça peut aussi nous détruire, ça en a détruit plus d'un et plus d'une, voilà. J'appelle donc, toi, auditeur, à faire preuve de mesure. Et si tu te sens capable de jouer, de jouer avec cette énergie, car elle peut justement te porter à un moment donné, te permettre d'atteindre de nouvelles cimes. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. À demain pour le prochain.
et comme toujours, prends soin de toi.